Bonsoir Françoise, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On est déjà nombreux à suivre cet événement en direct. Donc écoutez, n'hésitez pas voilà, à nous dire où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme profession. Et je profite, puisqu'on est encore au tout début de cet Insta Live, à vous procurer un petit flacon d'huile essentielle d'une odeur que vous appréciez particulièrement. Voilà, et bien écoutez, comme on est déjà suffisamment nombreux, je vous propose de commencer. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc je m'appelle Anthony Touboul, je suis pharmacien pour le laboratoire d'aromathérapie LCA et je suis donc très heureux de vous accueillir ce soir au nom de toute l'équipe de notre laboratoire pour aborder ensemble le thème de la santé mentale par le biais de la méditation pleine conscience et de l'aromathérapie. Et pour cela, ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités experts, donc le docteur Françoise Quick-Marinier. Françoise, bonsoir, tu es docteur en pharmacie, experte en aromathérapie et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le livre Aromathérapie, que je remontre ce soir. Et dans cet ouvrage, tu associes l'intérêt de la méditation aux bénéfices des huiles essentielles sur notre bien-être et notre comportement. Et l'ouvrage est justement préfacé par le docteur Christophe André. Christophe, bonsoir. Merci de nous faire l'immense honneur d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes psychiatre, bien sûr, et auteur incontournable sur la méditation et la psychologie positive. Vous êtes un des pionniers français de la méditation pleine conscience. Est-ce que justement, pour démarrer notre soirée, vous pourriez nous rappeler ce que l'on appelle la méditation pleine conscience? Oui, oui, avec plaisir. Alors d'abord, est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Oui, Ouf. parfait, parfait. Je suis toujours un tout petit peu inquiet Je quand comprends, je la comprends tout à fait. technologie est dans la boucle. C'est pas mon fort, mais oui, ben merci. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, avec Françoise, avec les internautes Merci aussi. autour de notre thème de ce soir. Alors oui, la méditation. Alors la méditation, c'est tout un monde, hein, évidemment. Il y a mille et une sortes de méditation. Globalement, ce qu'on appelle méditation, c'est une technique, mais un entraînement. C'est un entraînement de l'esprit, mais aussi du corps. On va se servir de son esprit, de son corps, pour apprendre à cultiver une façon d'être au monde, une présence au monde, qui vise à la fois l'apaisement et le discernement. La méditation, c'est pas seulement pour s'apaiser, se détendre, gérer son stress, mais c'est aussi pour y voir plus clair en soi, dans sa vie, faire de meilleurs choix. Donc c'est un entraînement de l'esprit finalement, qui a de nombreux bénéfices dans tout un tas de domaines, évidemment en médecine, hein, puisqu'on va peut-être parler un peu plus spécifiquement de ça ce soir, dans le monde du soin, mais aussi dans le monde de l'éducation, dans le monde de la vie personnelle. Voilà, c'est un univers de pratiques, de savoir extrêmement précieux. Parfait, eh bien merci Christophe. Alors justement, nous verrons ce soir comment vos deux approches respectives peuvent être bénéfiques sur notre quotidien, mais aussi chez des patients atteints de certaines pathologies, y compris, on va le voir, à l'hôpital. Alors, Christophe, dans vos ouvrages, vous expliquez régulièrement que la respiration est le reflet de notre état intérieur et que dans le tumulte de notre quotidien, quand on est un petit peu noyé dans sous les sursollicitations de nos écrans et de notre environnement, on oublie finalement de prêter attention à cette respiration. Et vous dites cette très belle phrase dans Méditer jour après jour, que respirer en pleine conscience, c'est revenir à soi, ici et maintenant, c'est calmer les tempêtes intérieures en revenant à ce qui est essentiel, l'instant présent. J'ai trouvé cette phrase vraiment très intéressante. Et donc, du coup, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce qu'il est essentiel de prendre conscience de sa respiration pour mieux gérer ses émotions. Alors, vous parliez des sursollicitations du monde moderne. C'est vrai qu'on a tout un tas d'études à la fois étonnantes et inquiétantes, par exemple, sur ce qui se passe lorsqu'on est en train de fixer son écran. Alors là,
très nombreux devant notre écran, donc j'en profite pour rappeler ces études et peut-être pour nous faire réagir différemment. Par exemple, on montre dans ces travaux que lorsqu'on regarde notre écran, nos écrans, on oublie notre corps. On montre que nous oublions de cligner des yeux. Hein. Les gens qui sont fixés sur l'écran de leur smartphone ou de leur ordinateur tendent à insuffisamment cligner des yeux, d'où les sécheresses oculaires qu'on a chez les grands consommateurs d'écran, mais aussi qu'on a des troubles du rythme respiratoire. On suspend notre respiration régulièrement, on fait des micro-pauses respiratoires. Donc toutes ces choses nous rappelle qu'en fait, le monde moderne nous pousse souvent à négliger notre corps. Beaucoup des problèmes du stress sont liés d'ailleurs à cet oubli du corps, à cette négligence du corps. Et donc, ce que dit la méditation, mais il y a d'autres courants qui disent ça aussi, l'aromathérapie finalement s'en rapproche, mais ça, Françoise en parlera mieux que moi. Ce que dit la méditation, c'est qu'au fond, chaque fois qu'on se recentre sur son corps, sur sa sensorialité, les sensations, et notamment la respiration, quelque chose, une sorte de récompense instantanée, un mécanisme automatique ancestral se met en place qui est de l'ordre de la détente. Et toutes les études qu'on fait qui consistent simplement à demander à des volontaires ou des patients de ne rien faire d'autre que suivre leur mouvement respiratoire, prendre le temps de sentir leur corps qui respire, tout ça est très rapidement associé à un état d'apaisement. C'est quelque chose qu'on a repéré depuis très très longtemps. En Inde, il y a tout un art du souffle, du travail sur le souffle, de l'observation du souffle qui s'appelle le pranayama, qui est au fondement même de la pratique du yoga et qui ne dit rien d'autre que ce que vous venez de dire, que le souffle est un outil très précieux, très important, que nous sous-utilisons, que nous sous-estimons et que nous aurions intérêt à utiliser beaucoup plus souvent, le souffle et la respiration. Parfait. Merci Christophe. Est-ce que justement vous pourriez nous expliquer en quoi la méditation aide à reprendre le contrôle du souffle et avec lui de nos pensées? Alors, je dirais pas les choses tout à fait comme ça. Je dirais pas qu'il faut que la méditation nous aide à reprendre le contrôle du souffle, mais peut-être plus humblement à nous rendre présents à notre souffle. Et d'ailleurs, les consignes qu'on donne pour démarrer les exercices sur la méditation, ça n'est pas tout à fait des consignes de contrôle respiratoire, parce qu'il y a des méthodes intéressantes aussi de contrôle respiratoire, respirer par le ventre, respirer en faisant des pauses à l'inspiration, à l'expiration, tout ça est très très bien. Dans la méditation, on va viser autre chose, on vise à se réconcilier avec la manière dont notre corps respire. Et la consigne, c'est ne cherchez pas volontairement à modifier votre respiration, mettez-vous juste à son écoute. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans chaque inspiration, dans chaque expiration. Reliez-vous à votre corps et vous n'avez qu'à suivre votre souffle. Votre corps, c'est un expert en matière de respiration. Il fait ça très bien, mieux que vous. Donc, laissez-le faire, suivez son mouvement doucement, mettez-vous à son rythme. Vous savez, c'est comme ça qu'on approche tous les phénomènes naturels. Si vous voulez aller observer des oiseaux, des animaux, la nature, vous ne vous imposez pas à eux, vous approchez tout doucement, vous arrêtez de bouger, de gigoter, et vous vous mettez à l'écoute, à l'observation, au ressenti. La respiration, dans la méditation en tout cas, on fonctionne un petit peu de la même façon. D'abord, observer, ressentir, suivre ces mouvements respiratoires. Et là, on a les premiers bénéfices qui arrivent. Parfait. Alors, merci beaucoup Christophe. Françoise, l'aromathérapie, c'est aussi une discipline qui permet de prendre soin de sa respiration, de respirer aussi profondément et notamment respirer certaines huiles essentielles en diffusion peut aider à approfondir la méditation et à mieux gérer le stress. Alors, on a tous en tête l'exemple de la Madeleine de Proust, dont l'odeur nous rappelle des souvenirs, mais aussi tout le contexte émotionnel qui est associé à ce souvenir. Alors, même si chacun de nous possède sa propre bibliothèque olfactive, quelles sont les huiles essentielles, Françoise, que tu nous recommandes pour générer une émotion positive?
Eh bien justement pour corroborer ce que disait le docteur André, effectivement, on ne prend pas conscience de cette respiration qui est essentielle et c'est déjà une manière de méditer. On a beaucoup de gens qui nous suivent ce soir qui disent mais moi je n'arrive pas à méditer, je ne sais pas comment lâcher prise. Eh bien tout simplement déjà en se concentrant. Alors moi la première, j'ai lu des livres comme Mange, prie, aime. Je disais mais moi je ne pourrai jamais méditer, c'est tellement difficile. C'est simplement au contraire prendre une conscience supérieure et se dire comment je vais faire? Eh bien, les huiles essentielles vont nous permettre, disons, d'aromatiser en fait cette respiration, c'est-à-dire que comme on va aromatiser une eau, même avec maintenant des gourdes olfactives pour dire bah, ça me donne envie de boire, eh bien en ayant une odeur par exemple d'eucalyptus, on va déjà ouvrir les poumons et on va avoir la conscience un peu plus encore grande finalement que nous respirons parce qu'il va y avoir cet accompagnement olfactif et si on regarde chez des tout petits par exemple ces expériences qui ont été faites en néonatalité lorsqu'on fait respirer de la vanille à des grands prématurés eh bien leurs narines s'ouvrent et ils ont encore plus conscience de respirer et ils vont éviter les pauses respiratoires donc ça au niveau de la santé c'est vraiment intéressant et on peut se faire accompagner par des huiles essentielles qui vont nous plaire donc ça c'est intéressant. On a par exemple quelqu'un qui nous dit là, le petit grain bigarade, c'est mon huile doudou. Donc si on s'accompagne de son huile préférée, de son odeur préférée, on va reprendre conscience en fait de cette respiration, qu'elle soit avec le ventre ou autre, on n'en est même pas là, juste aromatiser cette respiration pour accompagner cette prise de conscience si on a du mal à lâcher prise. Et du coup, comme on se concentre sur cette conscience-là de respirer, mais il y a des pensées parasites qui vont disparaître parce qu'on peut pas se concentrer sur tout. Enfin, j'espère que Christophe corroborera ça, mais c'est tout simple. En fait, je crois que on se pose trop de questions sur la méditation. On médite sans s'en rendre compte ou simplement on rumine en restant concentré sur quelque chose alors que l'idée c'est de feuilleter des pages et de laisser passer les choses donc partir peut-être dans l'imagination avec une belle odeur, petit grain bigarade, de la lavande. Alors prenons une belle lavande quand même, hein, une AOP, on a en France la plus belle lavande du monde, donc autant s'en servir, mais aussi les zestes d'agrumes, la mandarine, le citron, des choses qui vont nous porter, nous accompagner ou nous faire prendre conscience de l'importance de cette respiration. Et pour finir, on a bien sûr tous nos eucalyptus, l'eucalyptus radié, mais aussi toutes ces odeurs qu'on connaît qui nous aident en santé à mieux respirer. Le niaouli, par exemple, hein, ce sera aussi quelque chose de très efficace. Merci Françoise pour cette superbe introduction. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'olfaction de certaines huiles essentielles favorise la détente? Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'avant 1991, dans le monde, on avait très peu d'études sur l'olfaction. C'était un sens qui était absolument méconnu, à part par les parfumeurs et qui gardaient souvent leurs secrets. Donc on a eu ensuite un prix Nobel de médecine en 2004 qui a montré que quand on sent une odeur de lilas, on ne l'oublie jamais. Donc ça va nous aider aussi à lâcher prise. Là, on vient d'avoir par exemple comment retrouver les odeurs de mon enfance bien c'est travailler là-dessus, retrouver certains gâteaux ou autre, et ça nous aide justement à lâcher prise sur certains problèmes. Et puis l'anosmie, bien sûr, du Covid, tout le monde sait ce que c'est qu'une anosmie maintenant. Avant, on n'avait pas ça, donc on s'est rééduqué aussi les choses. Donc comment ça marche? Eh bien, on va avoir des récepteurs olfactifs. Notre système olfactif principal se trouve ici chez l'humain. Il fait 2 à 3 cm², c'est tout petit. Ça se renouvelle, les neurones se renouvellent tout au long de la vie. Donc on retrouve l'odorat après avoir été de fumer, par exemple, ou autre. Et on a ensuite deux neurones, ce qui est vraiment très court, hein, quand on sait qu'on en a des millions pour transmettre un influx. Il n'y a que deux neurones de ce système jusqu'au système dit limbique. Donc c'est le système des émotions, c'est le système aussi de l'inconscient ou en tout cas des programmes que l'on réutilise et puis il va y avoir l'amygdale avec. Et en fait, en apportant justement cette odeur, on va stimuler une émotion, alors idéalement positive, la joie notamment, et on va entraîner des sécrétions en fait de sérotonine, par exemple, qui va être un neurotransmetteur relaxant. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Et puis on connaît des odeurs par notre banque olfactive puisque le nourrisson a fini son système olfactif à 3 mois de grossesse. Donc dès la grossesse, en fait, tout ce que la maman va manger, va se pulvériser sur elle ou va utiliser comme odeur, l'enfant l'intègre dans sa bibliothèque olfactive
pour toujours. Donc là, on va pouvoir jouer là-dessus, sur une lavande, par exemple, ou quoi. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'est vrai que c'est très important de parler de respiration, d'y associer, on va largement en parler ce soir, l'aromathérapie. On comprend pour tous ceux qui aiment diffuser des huiles essentielles que le diffuseur, justement comme celui-ci par exemple, devient un véritable outil de recentrage lors de la méditation. Alors Christophe, est-ce que respirer une odeur agréable peut faciliter l'état de pleine conscience? Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire la pleine conscience et la méditation de façon générale. Et Françoise le disait d'ailleurs, mais je vois que des fumées, des vaperoles d'huiles essentielles Tout à fait. apparaissent à l'écran de François qui fait son exercice en direct. Mais c'est vrai que dans la méditation, la première étape de tous les exercices méditatifs, c'est de poser son attention, de stabiliser son attention. En général, notre esprit part un peu dans tous les sens au cours de la journée. C'est pas mal. Il y a des fois, c'est très intéressant d'avoir l'esprit un peu dispersé, qui se pose d'une chose sur l'autre. Ça a aussi son utilité, mais à d'autres moments, on a envie de se poser, de se centrer, etc. Dans ces cas-là, les traditions méditatives recommandent de centrer son attention sur quelque chose de précis, de pas se dire chasse tes pensées, fais le vide, mais plutôt laisse tes pensées où elles sont, mais toi, pose ton attention sur ta respiration, sur la flamme d'une bougie, sur la répétition d'un mantra, d'une phrase. Et c'est vrai que, étonnamment, alors qu'on connaît bien tous ces effets psychologiques et neuropsychologiques très puissants de l'odorat dont parlait Françoise, étonnamment, les traditions méditatives utilisent assez peu d'exercices sur l'olfaction, sur ce sens très précieux, très, très puissant pour activer nos émotions et notre mémoire, qu'est l'olfaction. Alors, moi, c'est un peu depuis que je connais le travail de Françoise, depuis qu'on échange sur ce thème, que j'ai commencé à m'étonner, à m'intéresser à ça. Et c'est vrai que finalement, le message de la pleine conscience, c'est de la méditation de pleine conscience, c'est quoi que vous fassiez, si vous le faites en étant pleinement présent et attentif, eh bien, cela prendra une intensité, une valeur, une force bien plus grande. Il y a un exercice en méditation de pleine conscience qui consiste à manger un petit grain de raisin sec. C'est un des premiers exercices qu'on fait avec nos stagiaires dans les groupes de méditation. On leur apprend que manger ce raisin en pleine conscience, c'est-à-dire pas le mettre dans sa bouche tout de suite et puis un autre, un autre, un autre, mais le manger tranquillement, d'abord le regarder, le renifler, le poser sur sa langue, le faire tourner dans sa bouche avant de mordre dedans, puis mordre dedans une première fois, sentir le goût, le refaire tourner dans sa bouche une deuxième fois, puis avaler, et puis ne pas en reprendre un autre, mais savourer, voilà. Eh bien, les patients, les personnes qui participent à nos groupes nous disent, c'est incroyable, j'ai découvert un univers et j'ai presque l'impression que un seul grain de raisin a calmé ma faim. Et depuis que je m'intéresse, mais vraiment en amateur absolu, à ces histoires d'huiles essentielles, d'olfaction, comment on peut s'en servir, quel lien ça a avec la méditation, effectivement, je suis persuadé qu'on peut apprendre, prendre le temps de sentir une huile essentielle en pleine conscience, c'est-à-dire observer finalement toutes les facettes de ce, je sais pas comment ça s'appelle, de ces arômes, de ces composantes, enfin, vraiment prendre, c'est finalement, c'est la différence qu'il y a, un autre exemple, entre entendre de la musique dans un ascenseur, dans un lieu public, et puis décider de l'écouter et de la savourer. Si je branche mon diffuseur à huiles essentielles dans un coin de la pièce et que je fais des tas d'autres choses, ça va me faire du bien, mais si je commence à me poser en me disant, prends ton temps, sens, renifle, respire, identifie tout ce que, tout ce qui est véhiculé par cette odeur, essaie d'observer si ça fait un effet sur toi, dans quel état ça te met, eh bien, je crois que l'effet sera amplifié. En tout cas, c'est un peu le message des exercices de pleine conscience. Il n'y a pas que s'asseoir dans un coin, fermer les yeux, puis faire ces exercices. Il y a aussi
tout ce que nous faisons, le faire en pleine conscience. Et je pense que ça rejoint sans doute finalement une manière d'utiliser les huiles essentielles et une manière de traverser notre vie en général. Faisons les choses davantage en pleine conscience et observons si finalement l'effet n'est pas bonifié, densifié, intensifié ou tout simplement plus agréable, hein. C'est déjà ça. J'en suis certain, ouais. Alors Françoise, quelles sont les huiles essentielles les plus adaptées pour accompagner la méditation, mais aussi pour ralentir la respiration? Alors déjà, celles qui nous plaisent, parce que je vais reprendre l'exemple de Christophe sur le grain de raisin. 85% du goût vient de Mm. l'olfaction. Donc on va avoir un effet rétroactif aussi, c'est-à-dire que je sens, je goûte, je sens, et je vais apporter ce plaisir. Donc je vais aussi transmettre ça à mon système limbique, donc les émotions, et je vais créer ça. Donc je vais créer aussi une certaine satiété, puisqu'on a des huiles qui travaillent là-dessus aussi. Donc c'est déjà celles qui nous plaisent, nos fameux doudous que l'on citait tout à l'heure. Ensuite, on en a effectivement qui, par leur effet thérapeutique, vont nous aider aussi à mieux prendre conscience, puisque là encore, certains disaient, mais moi, je n'y arrive pas, comment faire? Alors, la question était aussi, moi, je souffre d'anosmie, est-ce que réellement ça peut agir aussi? Bien oui, les huiles essentielles, les molécules aromatiques vont aussi se fixer, sauf si les deux systèmes olfactifs sont complètement abîmés par un accident ou autre, puisque le système que je citais, qui s'appelle le trigéminal, hein, c'est un système d'alerte au niveau olfactif qui est différent de celui que je citais tout à l'heure. Donc on en a plusieurs des systèmes olfactifs. Donc on a bien sûr les huiles essentielles d'encens, l'encens sacré, le Boswellia carteri également. L'encens est connu par exemple par toutes les religions du monde, mais aussi par les laïcs, pour justement baisser le niveau de concentration, permettre de lâcher prise et de prendre du recul, même certains arrivent à se décorporer, enfin ça c'est extraordinaire, mais simplement en citant de l'encens. On fera attention quand même, puisqu'on parle de santé mentale, on fait attention aux gens qui ont déjà une dissociation psychotique, on évite ce genre d'huile essentielle, mais sinon ça va nous permettre de lâcher prise en fait, et c'est pour ça que c'est diffusé sous forme de bâton. Nous on préfère l'huile essentielle parce que j'ai pas les soucis des fumées, hein, donc ça c'est très connu. Ce qui est très connu aussi, c'est notamment la myrrhe, hein, qui va aussi être une gomme résine, hein, donc qui va aussi faire prendre de la hauteur. C'est déjà cité dans la Bible, dans le Coran et dans tous les textes sacrés, dans la Torah aussi. Exactement, oui, oui, Hein, donc c'est connu depuis la nuit des temps, sans forcément. C'était aussi un cadeau des rois mages, hein, la myrrhe et exactement. l'encens. Donc on peut les associer parce que c'est particulier. Et là, on va développer en fait cette prise de conscience. Quand on sent de la myrrhe, par exemple, moi je trouve que ça sent la champignonnière un peu humide au départ. Et ensuite, ça se développe, que ce soit au niveau de notre nez, que ce soit au niveau de notre peau aussi, avec la chaleur. Et on voit une mutation de l'odeur qui est hyper intéressante et qui va aller encore dans cette pleine conscience, hein, qui va être hyper intéressante. Ensuite, on peut avoir la lavande officinale. Parfois, là, on ouvre, attention, une boîte de Pandore avec les odeurs. C'est-à-dire qu'on peut aussi rappeler un traumatisme ou un accident olfactif lorsque on va avoir détesté un moment dans notre vie, même tout petit, avec de la lavande, par exemple, où en ce moment, on est en train de construire une génération de vingtenaires qui détestent la lavande parce qu'on leur en a mis plein sur les cheveux contre les poux. Donc, ils détestent, et l'aspect méditatif et olfactif, ils vont plus du tout aimer, mais on a des effets anxiolytiques réels, puisque la lavande est considérée comme un médicament par l'Agence médicale européenne, anxiolytique, hein, testé, voilà. Donc on citait le petit grain bigarade, la marjolaine à coquille va nous permettre de prendre le recul, un peu comme l'encens, donc ça ce sera extrêmement efficace, mais je le redis, d'abord ce qui nous plaît. Finalement, si c'est méditatif avec de la cannelle, ce qui a priori ne l'est pas thérapeutiquement parlant, mais parce que je suis née à Madagascar et que j'adore cette odeur et que ça me rappelle ma grand-mère, mon enfance, etc., eh bien, ce sera intéressant aussi, tout en respectant les effets secondaires, bien évidemment. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est que on est tous différents, on a tous une culture différente. Moi, je vais adorer le frangipanier qui va me rappeler ou qui va me faire imaginer, parce que je ne les connais pas, des plages polynésiennes, par exemple. Et puis d'autres vont dire, bah, moi, ça me rappelle plutôt quand je vais au cimetière à La Réunion. Donc forcément, c'est pas du tout la même chose. L'ylang-ylang va nous permettre aussi de lâcher prise, puisqu'il baisse thérapeutiquement parlant le niveau de concentration du cerveau.
hein, c'est la fleur de l'amour. Donc là aussi, toutes les fleurs, en général, vont nous aider. Les racines aussi, pourquoi pas. Et surtout, celles qui nous plaisent. Le bois de rose, le bois de haut. Enfin bref, des huiles douces ou fortes, suivant ce qu'on aime. Oui, je vous écoute très attentivement et j'en profite pour respirer certaines de nos huiles essentielles. Et là, l'ylang, une odeur très très agréable. Il faut pas que j'en respire trop ce soir parce que je vais avoir des... Tu Il vas faut que je oublier. reste concentré. En tout cas, c'est vrai que ça impacte directement notre comportement, notre niveau de concentration et c'est ça qui est finalement assez remarquable. Donc merci à tous les deux pour vos conseils. Alors maintenant que tout le monde sait comment utiliser les huiles essentielles au quotidien pour méditer ou lâcher prise, j'aimerais qu'on puisse donner quelques conseils à ces patients qu'on a tous vus au quotidien, que ce soit à la pharmacie ou au cabinet, et qui présentent les premiers signes de certaines pathologies comme l'anxiété ou la dépression par exemple. Alors vous rappelez, Christophe, que ces personnes ont souvent une respiration qui est perturbée et que apprendre à mieux respirer est un véritable levier thérapeutique pour lutter contre les ruminations. Ça, c'est thématique, vous en parlez beaucoup dans vos ouvrages et c'est vraiment très intéressant. Vous dites par exemple dans la vie intérieure que c'est en apprenant à moins ruminer que la méditation aide les patients fragiles à ne pas tomber ou retomber dans la dépression. Alors comment, Christophe, est-ce que la pleine conscience et la respiration peuvent aider les patients anxieux ou dépressifs? Alors, oui, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, ce que vous vous rappeliez sur les ruminations, Hmm. ça, c'est des études qu'on avait conduites sur les facteurs de rechute des personnes dépressives. Oui, Et effectivement, les personnes qui ont guéri d'un épisode dépressif, mais qui continuent d'avoir tendance à beaucoup ruminer, hein. Les ruminations, c'est des pensées qui reviennent sans cesse, qui ne servent à rien. c'est ça, Finalement, on croit qu'on réfléchit, mais ça ne résout c'est rien ça. et on ressasse, on Ouais. s'épuise, voilà. Mhm. Et donc, on cherchait des moyens d'aider les gens à moins ruminer par ce qu'on appelle les psychothérapies cognitives ou par la méditation, enfin bref, ça on pourra en reparler. Mais concernant ces questions d'anxiété, de dépression et le pourquoi sont-elles améliorées par la méditation? Alors attention, hein, la méditation ne guérit pas à elle toute seule un état dépressif avéré, euh, des troubles anxieux trop sévères, mais elle est un des facteurs contributifs, comme peut l'être l'exercice physique, comme peut l'être la modification alimentaire, etc. Il y a des voilà, où les huiles essentielles ne guérissent pas un état dépressif avéré, mais elles peuvent apporter leur touche, leur aide, voilà. Alors, la méditation, elle peut aider grandement dans les troubles émotionnels parce que ce sont des troubles qui se passent aussi dans le corps. On a tendance à considérer l'anxiété ou la dépression comme des maladies purement psychologiques, hein. Dans l'anxiété, je me fais du souci pour l'avenir, je me demande si des problèmes ne vont pas survenir sans cesse, régulièrement, dans les heures, les jours, les semaines qui m'attendent. Dans la dépression, je me sens impuissant à agir, je n'ai plus le goût de vivre, plus rien ne me fait plaisir, je n'ai plus de motivation. Évidemment, tout ça, c'est dans la tête, mais il y a aussi des symptômes Mm. physiques très marqués dans l'anxiété. Quand on explore attentivement de quoi sont faites les maladies anxieuses, il y a beaucoup d'oppression thoracique, beaucoup de troubles digestifs, beaucoup de tensions musculaires, enfin énormément beaucoup de troubles cutanés aussi, énormément de soucis. C'est la même chose, encore pire même dans la dépression. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on intervient avec la méditation auprès de ces patients, on leur dit tout simplement, soyez présent à vous-même, mais non pas présent à vous-même pour vous faire du mal, en observant tout ce qui ne va pas dans votre tête, en vous focalisant sur ce qui va mal dans votre corps et en vous démoralisant de ça, mais essayez d'établir une relation de bienveillance et de douceur avec votre corps. Essayez de voir comment vous pouvez le détendre, l'apaiser. Essayez de voir comment vous pouvez lui permettre de mieux respirer, d'ouvrir vos épaules, de laisser votre respiration se faire tranquillement par le diaphragme, par la cage thoracique. Donc, ce sont ces mécanismes de pacification du corps qui vont avoir un effet bénéfique, puisque vous le savez, on comprend beaucoup mieux aujourd'hui
les relations entre le corps et l'esprit, ce qu'on appelait autrefois la psychosomatique. Et puis, on utilise moins ce terme de psychosomatique parce qu'il y a eu certaines dérives, quoi. On le mettait à toutes les sauces, voilà. C'était bon, il y a eu des choses critiquables qu'on a faites avec la psychosomatique, mais ça n'empêche que le lien corps-esprit existe. Quand j'ai des soucis, ils se transmettent à mon corps, et quand mon corps va mal, il crée, il amplifie les soucis ou les difficultés. Et donc, une fois de plus, cet outil très simple, qui est la respiration, le fait de prendre conscience de sa respiration, de ne rien faire d'autre finalement plusieurs fois par jour que de suivre sa respiration, d'observer les mouvements respiratoires, eh bien, étonnamment, ça a des effets très favorables sur les symptômes anxieux et dépressifs. Mais je dis étonnamment, mais il y a plein d'autres choses étonnantes. Quand on voit, par exemple, que le fait d'aller marcher une demi-heure dans la nature fait baisser le cortisol salivaire, Tout à fait fait. baisser la quantité de rumination, c'est pareil, quoi. C'est des trucs ultra simples, ultra bio, et qui ont un effet significatif. Tout à fait. Alors, vous parliez du cortisol salivaire, peut-être que Françoise, tu en reparleras, mais l'inhalation de plusieurs huiles essentielles a fait l'objet d'études qui ont aussi prouvé que le cortisol salivaire était abaissé lorsqu'elles étaient précisément choisies. Alors, voilà, Françoise, la transition est toute trouvée, hein. L'aromathérapie, c'est aussi un outil thérapeutique qui est puissant, Mm. on l'a dit, pour apaiser ces troubles, sans pour autant, bien sûr, remplacer les médicaments. On en est tous les trois convaincus lorsqu'ils sont nécessaires, mais on a bien compris que la méditation, l'aromathérapie apportait une touche de bien-être, une touche aussi qui permettait aux patients de mieux vivre au quotidien. Alors Françoise, quelles sont les huiles essentielles que tu pourrais nous recommander dès les premiers signes d'anxiété ou de dépression? Alors, avant de te répondre, je voudrais déjà dire, parce qu'il y a eu plein de questions, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse a priori avec l'olfaction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser. On a eu la question aussi, les huiles essentielles par rapport à un cancer du sein ou autre. Les interactions médicamenteuses ont surtout lieu par voie orale. Et là, on est sur une utilisation médicamenteuse des huiles essentielles. Nous parlons d'olfaction, donc on peut appeler ça, médicalement parlant, une intervention non médicamenteuse au même titre que la méditation ou encore que la cohérence cardiaque. Parce que ça aussi, ça commence à être connu. On a même justement des petits logiciels sur les écrans, donc associer une huile essentielle qui va baisser la fréquence cardiaque, qui va nous permettre de bien respirer et en plus de travailler sur cette cohérence, va être extrêmement intéressante. Les 3 huiles essentielles les plus intéressantes dans ce cas-là, seront le petit grain bigarade déjà cité, la lavande officinale, et prenez une AOP puisqu'elle vient de France et c'est la meilleure du monde, et justement l'ylang-ylang, alors soit un extra, soit un totem d'ylang-ylang. L'ylang, on a même des gens qui vont avoir des chutes de tension tellement ils vont en masser près du cœur, alors que si vous le respirez, il n'y aura jamais ces effets secondaires-là. Donc ça, ce sera hyper intéressant. On a aussi des études qui sont faites pour et qui sont acceptées par l'ANSM, l'Agence française du médicament, pour diminuer la consommation des anxiolytiques, des tranquillisants. Et c'était le principe aussi des études de Christophe justement à l'hôpital. Évidemment que ces médicaments existent et heureusement qu'on les a, hein. L'idée n'est pas d'être alternatif, mais bien complémentaire ou diminuer l'utilisation de ces médicaments pour éviter leurs effets secondaires qui sont quand même assez connus. Donc on cherche justement à voir comment elle marche et quelle que soit, j'allais dire, l'odeur qui est appréciée, eh bien on va être utile. Donc les petits grains, la mandarine, et vous en avez le petit grain bigarade aussi, donc l'oranger amer, vont être extrêmement intéressants justement pour baisser ces anxiétés. Alors on a eu des questions aussi sur le sommeil, j'ai utilisé des huiles essentielles seules, mais je n'arrive pas pour autant à mieux dormir. Mais parfois ça ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est l'association de 2 interventions de médicamenteuses qui vont nous aider à ça, c'est cette prise de conscience. C'est aussi aider notre corps à se relaxer, parce que lui aussi parfois il a du mal, et puis des fois les corticosurrénales surrénales sont complètement à plat, justement parce qu'on fabrique trop de cortisol et trop de stress. Nous sommes des humains qui sont hyper protégés par rapport au cerveau reptilien qui s'est construit en fait ces réactions de stress au tout début de notre ère. Et finalement, on réagit beaucoup trop
On a un toit pour s'abriter, on n'a pas de mammouth ou de loup qui viennent nous agresser, donc finalement on est totalement inadapté par rapport à ça. Donc pour calmer ça, les huiles essentielles, je pense à la marjolaine à coquille qui va en plus nous réapporter du plaisir. Parce que justement, Christophe citait la dépression, cet anédonisme, c'est-à-dire la perte de plaisir, elle est tellement forte. Donc se donner du plaisir à sentir une odeur, juste une orange douce, juste un citron ou encore un citron du paradis qui s'appelle le pamplemousse. Ça va nous éviter de manger aussi parce qu'on sait très bien que parfois on a ce deuxième cerveau qui se trouve au niveau de l'estomac et qui va nous faire manger pour compenser un vide qui soit émotionnel ou autre. Donc on va avoir ces huiles d'agrumes qui, elles, risquent peu de déclencher un souvenir olfactif négatif. La mandarine qui va nous rappeler, alors on parlait des souvenirs d'enfance, moi ça me rappelle des gâteaux fourrés à la confiture d'orange, c'est assez terrible, mais c'était chez ma grand-mère et c'est juste un souvenir extraordinaire. Ouais. Donc là aussi, se faire plaisir, la mandarine verte, la mandarine rouge, alors la rouge c'est la plus sucrée, donc ça, elle est tellement agréable, mais le citron aussi, hein, juste rester sur des zestes d'agrumes déjà vont nous aider. Ensuite, on a des huiles essentielles, la lavande donc bénéficie d'un médicament en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Luxembourg et en Belgique qui s'appelle l'ASEA. Donc ils ont montré en fait versus des médicaments comme le lorazépam, plus connu sous le nom de Temesta, ou encore le diazépam, plus connu sous le nom de Valium, qu'on a une connexion en fait du linalol, donc une des molécules de cette lavande, sur les mêmes récepteurs que les benzodiazépines. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est donc considéré comme un anxiolytique léger qui va nous aider. Et puis, il y a ceux qui détestent la lavande au niveau de l'odeur. Donc, on s'aperçoit que l'olfactif est plus puissant que la pharmacologie. Donc, ça aussi, c'est à étudier. Et puis, on va avoir des échappements aussi à l'odeur, comme on va avoir des échappements avec les benzodiazépines, des gens chez qui ça ne fait rien, même pour dormir. Effectivement, et puis ce qu'il ne faut pas oublier de souligner aussi, c'est que les huiles essentielles donc, dégagent une odeur et que si on cherche une huile essentielle qui nous procure du plaisir, il faut qu'elle soit de très belle qualité. Et c'est vrai que Ah ça, oui. c'est un de nos axes de travail. On essaye de vous procurer les huiles essentielles les plus qualitatives qui soient. Donc merci aussi, merci Françoise pour ces Bah, commentaires c'est très très intéressants. important. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. La camomille romaine, qui est une huile essentielle extrêmement apaisante qu'on utilise même en pré-anesthésie pour calmer les gens. La meilleure vient de France. Et alors je vais le dire de manière un peu vulgaire, mais vous avez des camomilles romaines qui sentent les pieds. Mais c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, si je veux faire une méditation avec un truc qui me repousse, c'est juste impossible. Donc le plus important ici, c'est l'olfactif. Et vous avez effectivement à la base un olfactothérapeute, donc quelqu'un qui, avant toute qualité, va d'abord sentir. Et si ça sent pas bon, hop, il laisse. Donc là aussi, vous avez la rose, et vous en faites, vous avez le néroli bigarade, c'est-à-dire la fleur d'oranger, que je peux utiliser en huile essentielle, mais aussi en hydrolat. Je peux me le pulvériser, par exemple. Et ça va apporter des odeurs d'enfance. Ou l'autre jour, j'étais avec le docteur Jimmy Mohamed sur les ondes, et quand je lui ai fait respirer de l'hydrolat de fleur d'oranger, il me dit, waouh, ça me rappelle ma grand-mère qui est marocaine et toute la culture, toute la cuisine, et c'est du plaisir tout ça. Donc c'est aider justement contre ces problèmes de dépression. On a une perte de plaisir très importante. Effectivement. Alors merci à tous les deux pour vos commentaires très intéressants. On a bien compris que la méditation et l'aromathérapie deviennent de véritables outils thérapeutiques dont les résultats ont déjà bénéficié à de très nombreux patients et ça c'est vraiment une avancée qui me tient à cœur. Christophe, est-ce que vos patients ressentent les bienfaits immédiats en travaillant sur leur respiration ou est-ce qu'il faut méditer régulièrement, s'entraîner pour bénéficier des bienfaits de la méditation? Bon, les deux sont vrais. Oui. C'est-à-dire, même si je n'ai pas d'expérience de la méditation, le fait de me poser, de m'asseoir confortablement, d'ouvrir mes épaules, de prendre le temps de simplement respirer, sans chercher à obtenir un résultat immédiat, mais me dire, voilà, ne cherche pas. Parce que vous savez, en méditation, on recommande souvent de ne pas vouloir fortement un résultat immédiat. Notre époque Hmm. fonctionne comme ça. Voilà, un clic et j'obtiens ce que je veux. Ben, la méditation en particulier, la santé en général, ça marche pas comme ça. On fait les choses et peu à peu, euh, quelque chose de bénéfique va émerger. Donc, on se pose, on prend le temps de respirer et
dans l'immédiat, ça va nous faire du bien. Comme on le disait tout à l'heure, hein, ça active un certain nombre de centres cérébraux qui sont associés au sentiment de sécurité si vous respirez lentement, puisque dans la nature, lorsqu'un animal est traqué, lorsqu'il est stressé, lorsqu'il est en danger, il respire très vite, il accélère sa fréquence cardiaque pour être prêt à l'action. Et au contraire, quand un animal se sent en sécurité, il ralentit sa fréquence cardiaque, il ralentit son rythme respiratoire. Et il y a comme ça des vieilles connexions archaïques, mais là, dans ce cas-là, qui nous sont bénéfiques dans notre cerveau, qui font que si on prend le temps de respirer calmement et lentement, ça va nous apaiser. Après, plus je ferai ce type d'exercice, plus je prendrai dans mes journées régulièrement du temps pour me dire, voilà, même si ta vie n'est pas très stressante en ce moment, elle est exigeante. Il y a plein de choses que tu dois faire, des sollicitations auxquelles tu dois répondre. Donc, c'est normal que 2, 3 fois par jour, tu te mettes à l'écart quelques minutes, juste pour te poser, pour laisser décanter toute cette agitation qu'il y a dans ton corps, dans ton cerveau, juste pour respirer. Plus vous pratiquez ça, plus effectivement, vous allez développer les bienfaits de la respiration. Vous savez, je fais souvent le parallèle avec la marche parce que c'est comme la méditation, c'est simple, tout le monde peut y arriver, se poser ou marcher, tout le monde sait faire ça. Et la marche, on sait bien qu'il suffit d'aller marcher 5, 10 minutes dehors pour que ça soit bénéfique. Mais si vous marchez tous les jours une demi-heure, eh bien, le bénéfice est encore plus grand, hein. Au bout d'1 ou 2 mois, si vous marchez une demi-heure chaque jour, ça sera un bénéfice encore plus important. Et si tous les mois, vous faites 48 heures de balade en forêt, le bénéfice est encore plus grand. Donc, au fond, tous ces outils bienfaisants pour nous, même si nous les pratiquons un peu, il y a déjà des résultats. Mais plus nous les pratiquons régulièrement, et plus les résultats seront notables, mesurables, sensibles, effectifs. Et effectivement, ce que Françoise disait sur les huiles essentielles qui ne marchent pas forcément du premier coup, etc., et parfois il faut apprendre à les utiliser, ben, pour la méditation, c'est un petit peu la même chose. Parfait. Et toi, Françoise, quels résultats concrets est-ce qu'on obtient chez des personnes qui utilisent des huiles essentielles, par exemple, pour la gestion du stress aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Alors le premier résultat, il va être assez étonnant, c'est-à-dire que pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ils vont être surpris. Ah, mais c'est agréable! Mais j'ai pas besoin de les avaler. Bah non, c'est l'avantage aussi, puisque cet olfactif existe. Et puis lorsqu'on fait des études, on va avoir une diminution de l'anxiété versus placebo assez rapidement et surtout sur du long terme. Donc ça va être intéressant. Hein, on va encore les courbes baisser au bout de 10 semaines par exemple. Donc on va permettre au corps de se restabiliser, de moins fabriquer ce fameux cortisol qui parfois nous pourrit la vie parce que justement on est tout le temps stressé, tendu comme des arcs avec le système sympathique qui est à chaque fois surexcité. Et puis tout est fait dans notre civilisation actuelle pour cela, il faut aller vite. Et là, il n'y a pas de notion de compétition. C'est ce que Christophe nous disait pour la méditation. On n'a rien à gagner, en fait, sur est-ce que c'est moi qui vais méditer le plus longtemps? C'est pas ça, c'est pour nous-mêmes. Donc on change un paradigme, en fait, ici. C'est juste se faire du bien et je crois qu'on a juste oublié ça. Hein, donc les patients, en fait, vont même oublier qu'ils utilisent ça. Et on va même s'en servir ensuite parce que souvent un antidépresseur ou un anxiolytique aurait été prescrit comme une béquille par rapport à un choc dans la vie. Donc on va pas remplacer l'un par l'autre, mais on va introduire l'un au départ. Alors si on n'aime pas la lavande, on demande les équivalences. Le petit grain bigarade est chimiquement très proche. Hein, donc ça va être intéressant aussi. C'est quand même des grandes huiles essentielles. La camomille, si on a beaucoup d'anxiété aussi, c'est des demandes très fortes et très efficaces. Et du coup, chez les patients, ils vont dire, bah, même ils oublient en fait qu'ils étaient stressés. Ils vont dire, bah oui, en fait, bah, je prends ça, bah oui, j'ai pris l'habitude, mais ils ne se rendent plus compte. Donc ces effets-là, ils sont à long terme si on le fait régulièrement. Alors ce n'est pas non plus parce que toi, Anthony ou moi, on utilise et on connaît les huiles essentielles qu'on s'est forcément pris un bain d'huile essentielle tous les matins, tous les jours. Voilà, on les utilise aussi à bon escient. Mais je vais citer pour reprendre Christophe cette chanson de Ben Mazoué que j'adore. C'est quand je marche. Ben, il explique exactement la baisse de
ces ruminations. Et puis quand je marche, je vais respirer les odeurs. J'ai un ami qui me disait, moi je suis landais, quand je vais dans la forêt des Landes, ça me permet de mieux respirer. Bah, effectivement, l'huile essentielle de térébenthine, de pin maritime, va aussi baisser le cortisol. Ça va être extrêmement efficace. Donc le tout associé, c'est aussi être conscient des odeurs qui nous entourent, parce qu'on ne sent plus les choses, de prendre conscience aussi de son parfum qu'on va aimer et pourquoi on va l'aimer et d'utiliser son huile essentielle préférée. Mais ça peut être aussi du romarin cinéole qui va me permettre de mieux méditer ou de mieux me concentrer, puisqu'on a des études aussi là-dessus qui augmentent la mémoire mathématique. Donc ça, c'est génial aussi. Et on voit des effets à court terme surprenants, même sur des poissons ou autres, et à long terme. Souvent, les soignants sont un peu déçus parce qu'ils vont dire, ah, j'ai pas vu de progrès là dans les 2 jours. Puis ensuite, ils s'aperçoivent qu'il y a une diminution de consommation, et ça, c'est très important. C'est un vrai souhait, même dans des EHPAD, dans des services Alzheimer. On sait que l'utilisation à forte dose de benzodiazépine va augmenter encore les troubles. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. On a maintenant des services qui sont dits amis Alzheimer, et c'est très très important d'utiliser justement ces façons de faire qui marchent. Enfin, c'est une vraie grosse demande. Merci François, tu nous reparleras peut-être un petit peu tout à l'heure de ce qui se passe en milieu hospitalier, parce que là aussi on a des études cliniques Mm. qui donnent des résultats très intéressants, notamment sur la Mm. déprescription, la C'est diminution de la ça. consommation des Et benzodiazépines. Alors il y puis, a un je autre... voulais Oui, juste transitionner avec, par exemple, tu as dans des hôpitaux psychiatriques des services d'urgence, hein, tu as des chambres d'isolement. Alors maintenant, on ne contentionne plus la fameuse camisole de force ou quoi, et on a des résultats. Alors la question était aussi sur les enfants. On fait attention, hein, les huiles essentielles, bien évidemment. Il faut aller voir des spécialistes pour éviter chez les épileptiques certaines huiles essentielles, chez les enfants également. On ne fait pas n'importe quoi, mais on va avoir des résultats. Et puis on pense aussi aux hydrolats, j'y reviens, ils sont pas assez connus et utilisés, c'est-à-dire les eaux distillées ou eau florale si ce sont des fleurs. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil et en même temps très efficace parce que pour finir, plus une odeur est subliminale, c'est-à-dire moins on la sent, plus elle est efficace. tout à fait, ouais, On la sent consciemment, hein, je veux dire. Mm, on a beaucoup de praticiens hospitaliers qui nous contactent justement pour nos hydrolats et c'est ça, j'admire tout à fait le travail qu'ils font là-dessus est on en très parlera. efficace et très sécuritaire. Alors, il y a quand même un autre thème que je trouve intéressant et j'aimerais qu'on en parle un petit peu ce soir. Il est moins courant. Il s'agit des patients qui sont concernés par la thématique de la douleur. Et là aussi, la méditation donne de très bons résultats. Est-ce que Christophe, vous pouvez nous décrire l'impact de la méditation sur la gestion de la douleur? Oui, c'est un domaine où enfin, c'est pas le domaine où on a le plus d'études, mais c'est un domaine où on a beaucoup d'études assez convaincantes. Mm, Alors, et beaucoup de centres antidouleurs hospitaliers et beaucoup de praticiens, mais pas mal de centres antidouleurs utilisent des techniques comme la méditation ou des techniques cousines, hein. Après, il y a des centres qui préfèrent la sophrologie, etc. Mais finalement, les fondamentaux sont assez proches. La méditation, elle a un effet très intéressant, alors, mais sur la souffrance. Je vais vous expliquer. Au fond, il faut séparer la douleur et la souffrance. Ce qu'on appelle douleur, euh, pour simplifier, c'est vraiment le réel du problème. C'est-à-dire, ce qui provoque la douleur d'une rage de dents, c'est le nerf dentaire qui est inflammé, qui est lésé. Voilà. Et là, cette douleur est une réalité biologique, physique. La douleur d'un deuil, quelqu'un que j'aimais, que je connaissais est décédé. Voilà. Et ça, ce sont des faits, des choses mm, concrètes. Après, il y a l'impact de cette douleur sur ma personne, sur mon psychisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance. La souffrance, au fond, c'est quelle place la douleur va prendre en moi. Est-ce qu'elle prend toute la place? Est-ce qu'elle obscurcit totalement mon regard sur le monde, sur l'avenir, etc. La méditation ne supprime pas la douleur. Si j'ai une rage de dents, je peux méditer. La douleur de la rage de dents sera toujours là. Si je suis endeuillé, je peux méditer. Le deuil, la disparition, méditer ne ressuscite pas les morts, hélas. mm, Par contre, la méditation va m'aider à comprendre comment fonctionne ma souffrance. Elle va m'aider à comprendre que la souffrance, c'est au fond
quand toute mon attention est focalisée sur la douleur, est aspirée par la douleur, est aimantée par la douleur. Et le travail qu'on peut faire en méditation, c'est d'essayer, ça n'est pas facile et il vaut mieux être déjà préparé, avoir déjà appris à méditer quand on est confronté à une grande douleur. Mais la méditation va m'apprendre à ouvrir mon attention, ouvrir ma conscience à autre chose qu'à la seule douleur. J'ai très mal, mais j'essaie d'être présent à ma respiration en même temps. J'essaie de regarder le ciel. Et ça, c'est très drôle parce que moi, ça fait quelques années, heureusement, je touche du bois, que je n'ai pas eu de rage de dents, mais il y a quelques années, il y a 7, 8 ans, ma dernière rage de dents, j'ai vu ce phénomène à l'œuvre, donc j'essayais de méditer pour pas trop me faire emporter, mais c'était dur quand même, hein. Mais bon, c'était déjà ça. Et à un moment, j'ai réussi à avoir mon dentiste qui m'a dit, je vous prends ce soir à 17 heures. Et instantanément, la souffrance baissait. La douleur était toujours là, mais la souffrance a baissé. C'est-à-dire, je savais qu'une solution arrivait, et du coup, j'arrivais à ne plus être que un humain qui avait mal aux dents. J'étais aussi un humain qu'on allait soigner, donc je pouvais me détendre. Bon. La méditation, c'est ça qu'elle essaie de faire. Elle essaie de dire, voilà, la douleur, c'est un fait, c'est du concret, donc ça ne se supprime pas, mais toi, essaie d'agir sur ta réaction, sur la manière, la place que prend la douleur. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'énorme. Évidemment, il faut s'entraîner avant. Il faut d'abord avoir appris à méditer, avoir fait des exercices d'ouverture attentionnelle. Donc ça, c'est des trucs un peu techniques, pas très compliqués. Et puis avoir travaillé sur des petites douleurs avant de prétendre s'attaquer aux plus grandes. Merci beaucoup, Christophe. Alors, Françoise, en aromathérapie aussi, quel retour clinique tu peux nous faire sur les services hospitaliers qui utilisent des huiles essentielles pour la gestion de la douleur? Je pense notamment aux fameux CLUD, les comités de lutte contre la douleur, qui en utilisent aussi de plus en plus. Oui, puis on a même maintenant des médecins algologues, donc qui sont vraiment pour la douleur. Je pense notamment au docteur Claire Chauffour, qui est dans un centre antidouleur sur Toulouse, notamment des douleurs cancéreuses. Et justement, elle utilise depuis longtemps à l'hôpital, avant même d'être algologue, des huiles essentielles. Donc on a les deux aspects. On a l'huile essentielle qui va soigner, et je vais me permettre de reprendre les termes de Christophe, la douleur. Donc on a des antidouleurs. Notamment, on a un prix Nobel de médecine en 2021 qui a montré que en saturant les récepteurs au chaud de la peau, donc avec de la capsaïcine, ça c'est même utilisé en Mhm. thérapeutique classique, hein, le Qutenza ou autre, eh bien on va diminuer cette douleur réelle, hein. C'est un appel d'urgence du corps, la douleur. Donc on a des huiles essentielles qui sont connues, la Golterie avec toutes les contre-indications qu'on lui connaît, etc. Des chaudes, des froides aussi avec l'amande poivrée. Ok, là on est sur la douleur. Et puis ensuite il va y avoir la souffrance, c'est-à-dire vous avez une douleur incurable. Comment va-t-on faire? Alors c'est assez drôle parce que nous avons des huiles essentielles qui agissent sur la douleur et sur la souffrance en même temps. L'ylang-ylang contient par exemple du bêta-caryophyllène qui est une molécule qui montre en fait des effets notamment sur des douleurs neuropathiques, des choses graves qui durent. Et l'ylang-ylang va aussi diminuer ce niveau de concentration qui fait qu'on rumine sa douleur, sa souffrance, sa souffrance, sa souffrance. Donc, on va aussi apporter une solution de ce côté-là. Le poivre noir est aussi une huile essentielle qui agit directement sur la douleur, son bêta-caryophyllène aussi, et qui va apporter aussi une prise de recul. C'est de l'huile essentielle, le poivre noir, là-dessus, qui va redonner de l'appétit pour des gens qui n'arrivent plus à manger parce que ça leur fait mal au niveau, alors que ce soit dentaire ou autre d'ailleurs. Le génol qu'on connaît aussi en dentisterie, puisque c'est un des principaux anesthésiants, eh bien là aussi, on s'aperçoit qu'en faisant respirer du clou de girofle, la personne va diminuer sa souffrance par rapport à cette douleur. Parce que là aussi, pour reprendre l'exemple de Christophe, eh bien, il y a une prise en charge. Là, elle est olfactive, si je n'utilise qu'à respirer. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis, ben, les retours, c'est qu'on commence à avoir justement des choses. En fac de sport, par exemple, on travaille beaucoup sur les sportifs pour voir la diminution de l'échauffement d'un muscle, par exemple, avec de l'amande poivrée. Ça, c'est des maîtrises qui ont été faites à la fac de sport d'Amiens. Et donc, on voit concrètement la diminution de la douleur et en parallèle la diminution de cette souffrance. On va aussi leur permettre
de partir aussi de cette souffrance, hein. Dans les services antidouleurs, ils vont utiliser la méditation et apporter une odeur qui va leur permettre de détourner cette souffrance sur quelque chose d'agréable. Par exemple, ça a été testé dans des accouchements. On dit que la douleur est à peu près sur une échelle de 10. Eh bien, une femme qui accouche peut monter à 52 de douleur et où on va détourner cette douleur des contractions avec une mandarine. Par exemple, ça, moi, je l'ai vu grâce à une patiente qui disait, mais en fait, je voulais que mon mari m'amène tout de suite l'odeur. J'avais l'impression de repartir en Corse. Ça sentait les glaces que je mangeais en Corse et je sentais quasiment plus la douleur, cette fois-ci, de la contraction. Merci. Alors justement, pour terminer cet événement, cet Insta Live, on a vu à quel point dans les hôpitaux, les techniques comme l'aromathérapie ou la méditation étaient de plus en plus utilisées. Et vous rappelez dans votre ouvrage Consolation, Christophe André, que bien sûr la souffrance est Magnifique. très présente à l'hôpital, mais qu'il y a aussi beaucoup de place pour de la douceur. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire justement sur les services hospitaliers qui utilisent la méditation, la respiration? Aujourd'hui, voilà, c'est une discipline qui s'installe de plus en plus c'est, et qui a toute sa place. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, quand on a commencé à utiliser la méditation dans le service universitaire de Sainte-Anne, un service hospitalo-universitaire, c'était en 2004, c'était c'était compliqué puisque Mm. c'était perçu comme quelque chose d'un peu soit voilà dangereux, soit un peu bidon. Et donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce qu'on voit, c'est que il y a presque une vingtaine de diplômes universitaires de méditation dans les universités des facs de médecine, méditation et neurosciences, méditation et relations thérapeutiques, etc. C'est qu'il y a un très grand nombre, maintenant on a du mal à les recenser, on essaie de suivre ça, mais des dizaines de services universitaires, des centres antidouleurs, presque tous les centres antidouleurs en proposent, beaucoup de services de psychiatrie, beaucoup de services de cancérologie Hmm. également. Ah oui. Donc, au fond, la méditation s'est fait une place en l'espace d'une vingtaine d'années comme un outil finalement qui contribue à ce que nous allions vers ce qu'on appelle la médecine intégrative. La Tout à médecine fait. intégrative, c'est pas une médecine folklorique, une médecine douce, quelque chose de baba cool, voilà, euh, c'est le noyau dur, c'est la médecine basée sur l'épreuve. On Mhm. continue d'exiger Bien d'avoir un sûr. noyau dur de médecine basée sur l'épreuve et on intègre tout ce dont on s'aperçoit, même si au début on n'a pas des tonnes de données scientifiques, mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de bénéfique, quelque chose de bienfaisant. Voilà. Donc la méditation a percé très largement dans ce domaine. On a maintenant beaucoup d'études scientifiques. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux qu'elle soit venue enrichir toute la panoplie de soins dont nous disposions déjà, et puis qu'elle soit venue aussi enrichir la manière d'être des soignants. Parce que dans ce mouvement de médecine intégrative, il y a aussi la conscience qu'il faut que nous, les soignants, on soit peut-être plus attentifs à des petites choses, des petits détails, à la qualité de l'écoute, à la qualité de la relation. Et c'est vrai que méditer, on a des études montrant que les soignants qui méditent régulièrement, bah déjà, c'est bon pour leur stress, c'est stressant de soigner des gens, on a le Hmm. souci de Hmm. leur faire du bien, quand ça marche pas, on est inquiet, enfin bref, voilà, c'est une charge importante. Donc déjà, méditer pour un soignant, ça m'aide à mieux gérer mon stress, à mieux gérer mon équilibre émotionnel, mais apparemment, ça fait de moi quelqu'un qui a des qualités d'écoute, des qualités de discernement affûtées grâce à la méditation. Donc finalement, tout le monde y gagne, hein, les patients à qui on apprend à méditer et les soignants qui avons appris à méditer et qui pratiquons cet exercice. Merci aussi de rappeler toute l'importance qu'il faut apporter aux soignants parce que les patients souffrent, mais c'est pas toujours facile pour les soignants et donc les équipes médicales ont aussi besoin d'outils comme la méditation ou l'aromathérapie qui, elle aussi, permet de soigner autrement, hein. Françoise, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, rapidement, hein, quelques exemples, un exemple concret du bon usage des huiles essentielles dans le cadre de la santé mentale à l'hôpital? Jamais.
Merci Christophe de parler de santé intégrative. Moi aussi, j'ai du mal parfois en formant des hôpitaux psychiatriques ou quoi. On a des gens qui sont absolument ouverts à ça et puis d'autres qui ont dit qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc là aussi, faut rappeler les études très nombreuses sur l'aromathérapie. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement en formation, parce que nous aussi, on a maintenant 24 diplômes de phytoaromathérapie en fac de médecine pharma en France. 3 diplômes d'aromathérapie en France aussi qui sont très prisés et on les connaît bien, c'est justement l'impact des soignants. Et quand j'arrive dans un hôpital psychiatrique, ben, j'ai au moins 2, 3 soignants qui sont là pour apprendre l'aroma pour les autres soignants. Parce que déjà le monde soignant est en crise, beaucoup de gens abandonnent le métier parce que c'était très compliqué, puis il y a eu la crise Covid, etc. Donc prendre soin des soignants et qu'eux-mêmes prennent soin d'eux, c'est aussi les rendre plus bien traitants. Parce que la maltraitance, on n'aperçoit pas toujours. Lorsqu'on est 2 dans le service où il faudrait être 6, eh bien, on court partout et on ne peut pas justement s'occuper correctement. Donc cette bienveillance, c'est aussi calmer le ton, mieux respirer. Et je suis absolument d'accord avec tous les gens qui écrivent rien que d'écouter Christophe. Tout de suite, ça nous apporte de la douceur et ça nous entoure. Donc merci déjà Christophe Merci, pour ça. Et les huiles essentielles vont apporter aussi cette douceur, vont faire sortir des murs tout blancs de l'hôpital où justement on souffre beaucoup, quelle que soit la souffrance, par une belle odeur qui nous rappelle une promenade en forêt, qui nous rappelle une grand-mère, qui nous rappelle la maison, qui nous rappelle le cocon. Donc si on peut donner des exemples concrets, je parlais d'enfants, vous avez le docteur Carole Cause, par exemple à la Timone à Marseille, qui est oncopédiatre et qui va faire des exercices olfactifs aux enfants comme des lotos des odeurs. Et justement, ils sont beaucoup plus zen pour aller ensuite se faire opérer ou pour suivre leur traitement. On va avoir beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. Il y a une étude qui est lancée maintenant au niveau national, qui a commencé dans les hôpitaux d'Étampes, qui s'appelle Aromapsy. Et maintenant, il va s'ouvrir en interétablissement, justement pour diminuer l'usage des anxiolytiques chez les personnes qui sont hospitalisées en hôpital psychiatrique. Qui vont justement avoir des soucis de dépression, d'anxiété généralisée. Et ça marche vraiment, les résultats sont absolument incroyables. Évidemment, on se renseigne de ses effets secondaires, si on est épileptique, si on est asthmatique. Tout n'est pas contre-indiqué, donc ça peut être extrêmement intéressant. Et l'idée aussi, et là on a l'odeur qui peut devenir traumatique à cause de l'hôpital au final, on le sait. Nos petits nourrissons que je citais tout à l'heure sont soumis dès la naissance à 2000 odeurs désagréables. Ils sont aperçus que lorsqu'ils reviennent à l'hôpital plus grand, ils ont tendance à tomber dans les pommes, justement vers des malaises vagos, parce que ces odeurs sont rappelées directement au niveau de leur nez. Donc en général, par contre, dans les services, on va utiliser des mélanges d'huiles essentielles. En oncologie, par exemple, à Nancy, ou dans de très très nombreux services d'oncologie, de psychiatrie, de soins palliatifs, on va aider aussi les familles, par exemple, lorsqu'il y a un décès, comment les accompagner. Et on va faire des mélanges olfactifs pour éviter de fixer une odeur. Par exemple, la rose, si je conseille que de la rose lors d'un décès, la personne, toute sa vie, quand elle ressentira de la rose, ça va lui rappeler le contexte olfactif du deuil. tout Ça, à c'est fait. très important. Mm. Quand je sens une odeur dans la vie, je ne l'oublie jamais. C'est une des mémoires qu'on n'oublie jamais. Donc ça, c'est important, c'est mélange pour diffusion. Et puis en cas d'anosmie, ça va atteindre quand même le cerveau. Donc ça, c'est intéressant. Et on a de plus en plus d'études. À Gustave Roussy, par exemple, Villejuif, ils vont utiliser en soins pour les biopsies, éviter les bleus, mais aussi pour diminuer l'anxiété lors d'un pansement. Et souvent, ça marche bien. Donc si je vais reciter l'exemple de Nancy, on a des gens, par exemple, qui vont choisir plutôt d'aller dans ce service-là parce que ça sent bon dans les couloirs, parce que ils ont l'impression d'être mieux pris en charge, parce que l'attente dans la salle d'attente d'oncologie, ce qui est quand même pas toujours très sympa, on ne sait pas ce qui nous attend, et diminuer, on a une distorsion du temps, ils ont l'impression d'attendre moins longtemps lorsqu'il y a une bonne odeur, et ça c'est aussi extrêmement intéressant, et la perte de goût va se rééduquer aussi par ça. Pour finir, on rééduque, et c'est la plus rapide des rééducations, des accidents vasculaires cérébraux, donc perte de mémoire, perte de plein de choses, par les odeurs, en redonnant justement une odeur, et donc soigner les soignants. C'est très important, on n'en parle jamais assez. On a aussi des socio-esthéticiennes qui nous suivent ce soir. C'est des femmes qui agissent en milieu social ou autre, mais qui agissent aussi à l'hôpital. Donc ça, c'est important. Elles vont apporter du bien-être et du plaisir. Et une odeur va apporter du plaisir. C'est tellement important. Merci François.
de nous le rappeler. Alors, pour conclure très rapidement cette soirée qui est passionnante pour chacun de nos participants, et merci de nous le rappeler, si vous deviez terminer par un conseil rapide à donner à nos participants de ce soir, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Par exemple, si Christophe, vous aviez un premier exercice pour démarrer à nous conseiller, de quoi est-ce qu'il s'agirait? Oh, ben Ouais, on l'a beaucoup frôlé tout ce soir. C'est oui, la bien sûr. respiration. C'est-à-dire, Oui, 3 fois par jour, prenez le temps de vous mettre un petit peu à l'écart, tranquillement, de vous asseoir, d'ouvrir vos épaules et simplement d'observer votre corps en train de respirer. Alors, on peut amorcer en prenant 1 ou 2 inspirations bien profondes pour ouvrir un petit peu, puis après, on laisse notre corps faire, on se contente de suivre chaque expiration, chaque inspiration, sentir l'air frais qui entre, l'air tiède qui ressort, le ventre qui s'élève et qui s'abaisse. Faites juste ça 3 fois par jour, pendant plusieurs jours d'affilée, et notez les bénéfices que ça vous apporte. merci Christophe. Moi, je pense que je vais m'y atteler dès ce soir. François, si on devait accompagner cet exercice, par exemple, avec 3 huiles essentielles que tu nous recommandes, desquelles est-ce qu'il s'agirait? Alors, prenez le temps d'aller choisir déjà votre huile essentielle doudou. Trouvez votre huile essentielle qui va vous mettre dans ce cocon et qui va aider encore mieux à respirer, encore mieux à lâcher prise. Et puis dans celles qui sont effectivement les plus courantes, je vais faire simple. Il y a l'orange douce, en général qui plaît à tout le monde et on a peu d'accidents olfactifs. En tout cas, moi, je n'en connais pas sur l'orange douce. Donc ça va être intéressant. Ensuite, la lavande, elle peut plaire ou complètement déplaire. Donc là, il faut essayer. Je citais le petit grain bigarade qui est quand même extrêmement efficace, Ouais, moins connu que les autres et en même temps c'est sympa. On a l'essentiel de la joie. Il y a Julie qui nous la rappelle, c'est la bergamote. Elle fait partie de toutes les notes olfactives de tête des parfums, justement parce que la bergamote, c'est la joie en bouteille. Donc on connaît ça dans le thé Earl Grey. Eh bien, on peut se le faire soi-même sur le thé Earl Grey ou simplement respirer cette bergamote qui apporte une joie immense. Encore merci. en agrumes, hein, qui est tout simple. Et enfin, la marjolaine à coquille, il faut aimer, mais qui va être comme les petites bulles de champagne, sans le champagne. Donc ça, c'est intéressant aussi, très utilisé dans les services d'addiction, la marjolaine à Et qui, coquille, pour se qui marche libérer de très ces bien. addictions et qui marche très bien. Donc Merci. voilà, j'en ai cité 5, pardon, au lieu de 3. Non, mais merci Françoise pour ces rappels. Et merci aussi Christophe d'avoir accepté tous les deux de participer à cette soirée ensemble sur l'intérêt de la méditation, de la respiration et de l'aromathérapie pour une meilleure santé mentale. Je vous propose aussi de retrouver donc ce webinaire sur notre site internet en replay puisqu'on nous a longuement posé la question, donc lca-aroma.com. Et pour remercier aussi tous les participants de ce soir, notre laboratoire donc, vous propose un code promotionnel sur notre site internet, donc lca-aroma.com, avec le code méditation 20, et bien, vous pouvez bénéficier d'une remise de 20% jusqu'au 21 mars, donc vendredi soir, 23h59, pas plus. Donc, je vous laisse découvrir notre gamme, nos produits, les webinaires qui sont déjà en replay. Il ne me reste plus ce soir qu'à vous remercier très chaleureusement avec toute ma gratitude pour cet échange passionnant qui nous a rappelé l'importance qu'il faut accorder à notre respiration et qu'il est d'autant plus important d'y associer des huiles essentielles de qualité, ça en y travaille, précisément choisies pour nous ouvrir la porte, comme vous le dites, Christophe, de la guérison, de la liberté et de la clairvoyance. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée, j'aurai peut-être le plaisir de vous retrouver bientôt et j'espère que ce webinaire vous a convenu à tous. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mer- Christophe et merci Françoise. Merci pour Merci ce pour. moment exceptionnel aussi à tous les deux. Vraiment, c'est beaucoup de joie. Ben, merci aussi. J'ai appris plein de choses et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont voyé défiler des commentaires. Je lisais pas trop, mais c'était très, très chouette d'être ensemble. Merci Oui, encore. Vraiment. merci à tous. Merci. Je vous Merci souhaite à une tous. excellente soirée. Au 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 revoir. revoir. revoir.